Merci en tout cas Marion et encore pour cette invitation. Merci au mouvement de la frugalité heureuse et créative que je suis depuis longtemps de m'avoir permis de faire cette conférence. Moi, je suis diplômé de l'école d'architecture de Marseille. J'ai été formé aux questions biorégionalistes dans l'atelier des horizons possibles de Florence Sarano, dans un premier temps de manière théorique et puis ensuite de manière pratique en répondant à des projets aussi bien de paysage, des projets d'architecture, d'urbanisme, mais aussi de grands territoires. Cette méthodologie, on l'a développée, vous expliquerai un petit peu tout au long de la conférence, parfois en étant au pied du mur, sur viser des territoires qui étaient dans une situation très complexe, et avec la nécessité non pas simplement de développer des filières pour valoriser, on va dire, les ressources locales, mais de développer des filières sur la base de pratiques régénératives. Régénératives des cours d'eau, régénératives des sols, des écosystèmes, mais aussi souvent, particulièrement à Mayotte, ça s'est ressenti, d'organisation sociale. Donc, je suis aussi formé en agroforesterie syntropique. J'ai été formé par Steven Werner et je continue encore d'être formé un peu tous les jours par Romain Criquet. Je vous présenterai un petit peu cette pratique à la suite. C'est un moment un peu particulier pour moi. Ça a été un moment particulier pour moi de monter cette conférence pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est qu'en fait, j'ai été pour la deuxième fois papa et j'ai eu la chance au mois de juillet, et j'ai eu la chance d'avoir le congé paternité, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de temps d'un côté pour faire un point sur 7 ans de travail et en même temps de reprojeter un petit peu dans l'avenir qu'on désirait faire collectivement avec Domenscope et Culture Permanente de cette méthodologie de travail. Ça a aussi été un temps un peu particulier pour moi parce que ça a été j'ai travaillé sur une bande dessinée avec les éditions Delcourt, la Haute École en sciences sociales, et la dessinatrice Aurélie Aurita, que je salue si ils sont là. Ce qui a permis voilà, de réaliser beaucoup d'illustrations, d'essayer de resynthétiser, de rendre plus clairs certains éléments, plus digestes, plus didactiques. Voilà. Donc, je présenterai un petit peu mieux tout à l'heure Culture Permanente, mais voilà, et Domaine Scope, et je vais vous présenter un petit peu la suite. Donc, ça va se passer en quatre parties. Je vais un petit peu présenter donc, la philosophie et les récits fondateurs à la base de cette méthodologie, la méthodologie, comment elle fonctionne, les articulations, et en même temps, la manière dont on a révélé certaines limites sur d'autres territoires, on a essayé de la retransposer de manière à essayer de comprendre ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas et les conditions qu'il fallait réunir en amont, pendant et après les projets, ces projets de territoire pour qu'ils puissent fonctionner un petit peu mieux. Et on terminera par un moment d'échange. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, vraiment, de manière à ce qu'on puisse échanger parce que c'est vraiment une méthodologie qui se construit conférence après conférence, projet après projet. Et à chaque fois, on apprend un petit peu mieux à travers le réseau et puis les retours d'expérience des uns des autres on va dire, à mieux travailler, à être plus efficace sur l'application de ce travail-là. Donc, pour commencer, la méthodologie de ce travail, il a commencé, j'étais chez Gaillard Technologies Scope, je ne sais pas si vous connaissez ce bureau d'études. C'est un bureau d'études qui a été fondé par Olivier Gaujard, qui est spécialisé sur la conception de structures et d'enveloppes en matériaux biosourcés. À l'époque, on travaillait sur le lycée de Longoni avec les architectes encore, qui sont mandataires encore heureux et co-architectes. J'étais encore une fois un jeune stagiaire et on m'avait posé la question, Mathias, le projet est réalisé, mais maintenant, comment on peut, de quelle manière intégrer plus largement les ressources du territoire, culturelles, historiques, humaines, matérielles, etc., etc. On avait conçu à l'époque un DCRL, un dossier de consultation des ressources locales, comme si en fait le projet allait recommencer et on allait définir le reste du projet sur la base des capacités du territoire à s'organiser et à fournir ce qui était nécessaire pour pouvoir construire ce lycée des métiers du bâtiment. En même temps que on lançait la conception de ce projet d'architecture, on a été contacté par le ministère de l'Agriculture et des Forêts pour répondre à un appel à manifestation d'intérêt qui visait justement à développer des schémas directeurs à court, moyen, long terme pour développer les filières locales.
Donc, je me suis retrouvé en fait à articuler le projet d'architecture avec un grand projet de territoire. On a répondu, on a été lauréat de ce projet-là. Euh, et en fait, très rapidement, alors ça va être rigolo ce que je vais vous dire, mais en même temps, c'est pas très drôle. Mais on est arrivé sur l'île après un ou deux allers-retours, et en fait, on s'est vite rendu compte que développer une filière bois à partir de l'état existant de Mayotte était totalement irréaliste et même allait aggraver la situation, allait aggraver la situation de l'île. Donc à l'époque, on a rencontré des fundis, des sages de village voilà, un fundi, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire et un savoir-être particulier en charpente, en menuiserie, en forge, en travail du métal, dans tout un tas de savoir-faire et qui font un peu autorité dans les villages, en tout cas pour gérer certaines thématiques, certains problèmes, certains sujets. Et c'est à partir de la rencontre avec ces personnes-là que j'ai commencé à modifier complètement ma manière de travailler et à développer ce travail méthodologique, en fin de compte, d'une certaine manière, en prenant confiance en moi et en appliquant les principes biorégionalistes que j'avais appris à l'école et en essayant de les appliquer sur le terrain. Donc la particularité des sages de village, et c'est ce qui organise aujourd'hui la raison pour laquelle je suis chez Domenscope et Culture Permanente, c'est qu'à la fois, ils sont artisans et jardiniers. Ils construisent et ils entretiennent le milieu. Et pour eux, il n'y a pas de... Moi, je dis qu'ils sont artisans et jardiniers, mais pour eux, il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Ça fait partie du même élément qui s'appelle juste habiter et faire en sorte qu'on ait à manger, à boire et de quoi et avoir un toit sur la tête pour pouvoir vivre, échanger, partager, etc. Donc déjà, il y avait une manière d'appréhender la pratique, le travail, une approche qui m'avait un peu bousculé, qui m'avait obligé à élargir mon champ de compétences et qui m'a voilà, amené à travailler, à développer cette compétence aussi en agroforesterie. En rentrant, je reviendrai un petit peu sur la méthodologie, mais en rentrant de ces premiers voyages, à peu près un an et demi, 2 ans d'échange avec Sefundi Maoré, j'ai décidé d'essayer de trouver une solution dans ma vie de tous les jours pour allier ce double regard. Je l'ai trouvé en intégrant deux structures. La première, c'est Culture Permanente, qui m'a permis, en fin de compte, donc qui est aussi bien un organisme de formation sur les questions agroforestières, permaculture, régénération hydraulique des sols, etc. Mais aussi un bureau d'études voilà, qui répond à des marchés publics pour accompagner des agriculteurs, pour concevoir des équipements publics, etc., etc. La particularité, c'est qu'ils ont une démarche de prospective agricole à 2050, c'est-à-dire quelles sont les pratiques agricoles qu'on doit mettre en place ou agroforestières qu'on doit mettre en place pour s'adapter aussi bien au contexte climatique qu'au contexte socio-économique des territoires dans lesquels on travaille euh, à l'horizon 2050. Son pendant, c'est donc Domenscope, qui là est un bureau d'études qui fait de l'AMO et de l'AMO sur des projets d'architecture et des projets urbains et qui est spécialisé sur la qualité environnementale des projets. On travaille sur des questions de qualité thermique, mais aussi de qualité des systèmes constructifs. L'ensemble a aussi permis voilà, de rassembler tout un tas de compétences autour de moi et de continuer de construire ce regard. J'ai parlé de Romain Criquet, d'Élise Engel, de Raphaël Hannequin pour Culture Permanente, mais du côté de Domenscope, Gabriel Rénal, qui est aussi géographe, euh, Antoine Grosjean, Sébastien Riesman et Olivier Gaujard, qui, pour sa part, est l'ancien président de Fibois Sud et qui est de formation et charpentier. Euh, de la même manière, la démarche, c'est de faire de la prospective architecturale et urbaine à 2050 sur des questions, par exemple, d'îlots de chaleur urbain, excusez-moi, mais aussi sur la question des matériaux de construction et comment tisser des liens sur cette question des matériaux de construction entre des systèmes constructifs adaptés au climat de 2050, mais et valorisant des pratiques agroforestières et agricoles adaptées aux réalités de 2050. Euh, Avant toute chose, en plus de la philosophie et de la rencontre des jardiniers et des artisans jardiniers mahorais, moi j'ai été particulièrement frappé et ça a énormément orienté ma manière d'appréhender les choses par le travail d'Ernst Gutsch, qui est un agroforestier brésilien qui a développé une pratique, l'agroforesterie syntropie. Bon, je vous laisse lire la citation à droite, mais qui développe
des principes que j'ai essayé d'une certaine manière d'appliquer au projet territorial et au projet architectural et urbain. Ces principes, ils sont faits par Ernest Gudge sur un bout de papier avec un crayon assez simple. Les formateurs, Steven Werner, me disaient que c'est quelqu'un qui dessine absolument pas, qui n'écrit pas, qui fait. Pour autant, on a ce schéma-là qui va un petit peu commencer à expliquer certaines, on va dire, logiques qui sont à la base de ce travail-là. La première chose, c'est que le travail agroforestier d'Ernest Gutsch, il se base sur des successions naturelles, des successions écologiques. Je vous ai mis une petite illustration qu'on a faite chez Culture Permanente à droite sur un design agroforestier que je vous expliquerai un petit peu plus en détail après. L'objectif, c'est de fonctionner par cycle et de fonctionner à partir des conditions qui nous sont fournies. Un système, par exemple, vous voyez ma souris, je pense, peut-être, non? Va générer des conditions qui, à terme, vont permettre à d'autres plantes, voilà, d'autres plantes de pouvoir pousser, et etc., etc., tout au long de ce processus de succession écologique, on va avoir un sol qui va évoluer, une capacité à retenir l'eau qui va évoluer, euh, et tout cela, en fin de compte, finit par arriver vers une augmentation de la complexité racinaire, des interactions avec le vivant, de la qualité et de la quantité des ressources qu'on va pouvoir tirer de ces systèmes-là. L'ensemble a pour objectif assez simple, simplement de consolider la qualité et les bases permettant à la vie de s'établir sur un territoire. D'une certaine manière, cette méthodologie de travail, cette méthodologie agroforestière, elle vise à tendre vers plus de prospérité aussi. C'est-à-dire offrir aux populations qui vivent de ces pratiques-là la capacité à se projeter avec plus de facilité et plus de confort, on va dire, dans l'avenir. Ce principe-là, voilà, j'ai utilisé un petit peu ces deux images, celle d'Ernest Gotch avec ce cône-là et celle-ci. Je l'ai appliqué d'une certaine manière en l'hybridant au biorégionalisme à la base quand on a commencé à travailler sur le lycée de Longoni sur le lycée de Longoni et sur l'AMI à Mayotte. Euh, il pose comme hypothèse que la prospérité du territoire passe par tout un tas de conditions, mais particulièrement par deux. La capacité d'un côté des acteurs à sortir de leur discipline et de leur silo disciplinaire pour rentrer dans une forme d'interdisciplinarité. L'idée, c'est pas que personnellement je maîtrise toutes les disciplines des autres, mais soit à un moment donné d'être capable de donner le témoin, soit de comprendre les enjeux et le vocabulaire de l'interlocuteur que je vais avoir en face de moi. Le deuxième élément, c'est la capacité à passer de situations isolées à une situation où on est capable de se mettre autour de la table et à développer des projets qui vont travailler en synergie, en complexité et de manière commune. L'autre hypothèse, c'est que pour arriver de situations où on est dans des dynamiques dispersées à des dynamiques systémiques, il y a un moteur, c'est l'articulation entre le projet d'architecture et le projet de territoire, par le biais d'interactions et d'allers-retours constants. Donc, je vais faire un petit zoom ici sur la partie rouge. Donc, ces deux projets, donc ça a été l'AMI, donc on a commencé à rencontrer tout un tas d'acteurs sur le territoire à les faire se rencontrer. La plupart du temps, ils ne s'étaient pas rencontrés. La Chambre des métiers d'artisanat n'avait jamais rencontré le conservatoire botanique, par exemple. Je vais parler de bête, mais dans un projet de filière, c'est intéressant que vraiment les acteurs amont et aval puissent se rencontrer et se découvrir et petit à petit saisir les enjeux des uns et des autres. L'objectif de ça aussi, c'est de commencer à écrire et à raconter une histoire commune, une histoire qui va se rédiger, s'écrire à mesure que les acteurs vont se rencontrer et se comprendre. Une fois, on va dire que ça va être la phase 1 du projet, cette phase de rencontre, mais elle va être continue tout au long des phases de la méthodologie. À cette occasion, à l'occasion de la l'AMI, on a commencé donc à travailler sur des méthodologies biorégionalistes et à réintégrer les principes d'Alberto Maniaghi en analysant les interactions qui pouvaient exister entre des établissements humains et des milieux ambiants. Donc, les établissements humains, c'est tout ce qui va nous permettre de nous établir sur un territoire, nos routes, nos parcelles agricoles, nos bâtiments, nos réservoirs d'eau, etc., etc. Les milieux ambiants, ça va plus être tout ce qui va être de l'ordre du sol,
de l'eau, de l'air, de la faune, de certaines constitutions, là, une rivière, la ripisylve, un système forestier, etc. En, en- en- pour essayer aussi d'analyser ces interactions propre à l'île, on va aussi essayer dans un premier temps aussi de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Quelles sont les conditions climatiques qui vont agir sur les milieux ambiants et en même temps les conditions démographiques, socioculturelles qui vont agir sur les établissements humains. Donc là, on a fait un travail historique dans un premier temps en s'intéressant à la pratique constructive mahoraise du banga. En fait, à Mayotte, il y a une pratique qui est en fait un rite de passage à l'âge adulte où l'enfant, à partir de 13, 14, 15 ans, doit construire une petite construction en terre, ce que je vous ai montré au tout début de la présentation, pour montrer qu'il a compris les règles de vie en société, mais aussi les bonnes pratiques de jardinage et les bonnes pratiques constructives. Donc, pour construire son mangé, il va faire appel à la moussada, il va faire appel à tonton, à tata, à son oncle, à son grand-père, à son frère, à son cousin. Et ensemble, ils vont l'amener dans le milieu forestier, le long d'une rivière. Ils vont lui apprendre les bonnes pratiques de jardinage, les bonnes pratiques de coupe, de mise en œuvre. Et en fait, l'analyse de ces boucles de rétroaction à travers des entretiens qu'on a eus avec les Fundis nous a révélé qu'en fait, ces pratiques de jardinage permettaient de maintenir les sols, de maintenir le couvert forestier, de maintenir en fin de compte ce champ de complexité qui unissait aussi bien des pratiques constructives et de jardinage et les milieux ambiants. En résulte tout simplement, hein, ça peut paraître bête, mais bon, après, je suis avec le mouvement de la frugalité heureuse, ça ne va pas vous étonner, tout simplement hein, d'avoir des ressources en eau, des sols de qualité pour pouvoir cultiver. Dans l'analyse, dans le diagnostic biorégionaliste qu'on a fait, ensuite on s'est intéressé aux pratiques actuelles. L'objectif, ça a été de comprendre dans un premier temps comment les conditions climatiques commençaient déjà à avoir un impact sur les sols et les ressources en eau, mais aussi comment des conditions démographiques et socioculturelles pouvaient aussi influer sur ce système. On s'est intéressé à l'évolution des pratiques constructives et comment l'intégration d'une culture constructive moderne, contemporaine, occidentale, qui fait appel au béton, au parpaing, à la climatisation et à la tôle, n'avait pas que, n'avait pas que un impact négatif directement hein, sur les milieux ambiants, mais en fait pouvait se traduire en termes d'impact négatif par l'abandon de pratiques, l'abandon de la transmission des bonnes pratiques et des connaissances. Il en résultait, en fin de compte, bon, ça se voit un petit peu sur ce bloc diagramme, une érosion hein, des sols, une disparition du couvert forestier, tout un tas d'embâcles, c'est-à-dire des bambous qui sont couchés dans la rivière, des arbres qui sont couchés dans la rivière et qui, lors des épisodes pluvieux un peu intenses, vont générer des inondations, des dégâts dans les villages et le long de la rivière. Et il en résulte un phénomène qui s'appelle la réalité, hein, c'est qu'aujourd'hui à Mayotte, il y a de l'eau un jour sur quatre. Voilà, ça peut paraître fou, mais aujourd'hui, un Mahorais a de l'eau un jour sur quatre au robinet. Il faut quand même aussi noter une explosion démographique qui voit la population mahoraise multipliée par 10 en moins de 30 à 40 ans. Alors, l'idée, ça n'a pas simplement été de faire un diagnostic catastrophiste et de dire, voilà, c'est catastrophique, on ne peut plus rien faire du tout. L'étape d'après, en fin de compte, ça a été de commencer à travailler avec les Fundis, à comprendre ces phénomènes. Voilà, donc ça, c'est par exemple un cours d'eau. Actuellement, à Mayotte, voilà à quoi ça ressemble. Et ça a été de comprendre auprès des artisans locaux, et des artisans jardiniers Fundis, là, c'est Babali, c'est le président de l'association BAM, Bambou à Mayotte, avec qui on travaille, les bonnes pratiques, par exemple, de taille d'un bambou d'une touffe de bambou. Ça a été aussi, par exemple, dans cette question du récit, de comprendre que le bambou n'est pas forcément invasif. Il n'est pas forcément invasif. Ici, on est face à du bambou vulgaris, qui est un système racinaire qui, qui fonctionne, qui est un cespiteux, on appelle ça, et qui ne fonctionne pas via un réseau traçant, mais via un réseau voilà, plus bulbaire, comme ça, qui vient occuper, et en fait, occuper la berge et qui ne vient pas s'étendre sur les côtés. Il est apparu en fin de compte en travaillant avec eux que le caractère envahissant du bambou résultait de l'abandon de la taille des bambous. Le système racinaire finit par s'asphyxier et chercher à développer son système racinaire de plus en plus loin pour pouvoir aller chercher l'oxygène et pouvoir continuer de pousser. L'idée, ça n'a pas non plus été, avec les acteurs locaux, de dire il faut tout couper. C'était de leur faire comprendre l'importance du maintien de la ripisylve le long des berges,
Et donc de trouver ce point d'équilibre entre jardinage d'étouffes et valorisation économique de cette pratique de gestion des cours d'eau. Une autre filière qui permettait aussi de régénérer l'île de Mayotte a été développée et en cours de développement assez fort avec l'IUCN, Culture 40 et d'autres acteurs hein, à l'échelle de l'île, c'était la mise en place de pratiques d'agroforesterie syntropique. Donc là, on est sur un phénomène de PADSA, par exemple. Hein. Un phénomène de PADSA, c'est ce qui se passe à l'échelle régionale quand on a un départ une coupe forestière assez forte, même une coupe rase, et une érosion de sol telle qu'en fait, on perd l'ensemble du sol pour revenir presque sur la roche-mère. D'accord? Donc, c'est assez dramatique, hein, en sachant que la structuration et la composition d'un sol prend plusieurs décennies, siècles, voire pour se constituer. Donc, l'objectif, ça a été de voir comment on pouvait passer d'un PADSA à un système forestier, un pré-système forestier capable de revenir là-dessus, tout en essayant de chercher une valorisation économique et un usage pour répondre à des enjeux à l'aval de la filière, par exemple pour construire les équipements publics des écoles. Donc là, on a travaillé avec les Fundis et avec les agroforestiers comme Romain Criquet, à essayer de comprendre l'ensemble des matériaux, voilà, des arbres qu'ils essayaient de valoriser dans leur système. Voilà, par exemple, du cocotier, de la feuille de bananier qu'on va pouvoir mélanger à la terre, du bois noir, du badamier, du dattier phénix, de la canne fourragère qu'on va utiliser pour faire les couvertures, du sisal qu'on va mélanger à la terre, de l'eucalyptus qui va nous intéresser parce que ça fait on va dire des grumes très rectilignes, etc., etc. Et l'objectif, ça a été voilà, de faire une forme de rétro-ingénierie entre les systèmes écologiques traditionnels et la manière dont l'agroforesterie syntropique, qui fait le pas en fin de compte entre modernité et tradition, peut réussir à développer un système voilà, un petit peu plus rationnel. Donc là, par exemple, c'est 200 mètres carrés, c'est 10 mètres par 20, et rien que là, on peut se retrouver déjà avec énormément de ressources pour construire en architecture. Donc là, juste à droite, c'est les photos de formation qui sont faites par Culture Parente avec Romain Criquet et le CFPPA. Voilà, juste pour vous donner un exemple, je crois que c'est en un mois ou deux, voilà le taux de régénération de sol entre le jour J où ils ont commencé à planter et quelques mois après sur le suivi de parcelles. Et c'est des parcelles aujourd'hui qui évoluent, on voit plus le ciel bleu derrière, quoi, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, ça a été fait, je crois, il y a 2 ans. Alors, sur la base de on va dire, de ces utopies, hein, on pourrait dire de ces projections désirables qui s'articulent voilà, entre sur de la base de rétro-ingénierie, hein, entre le récit du Fundi et le récit de l'architecte, ingénieur agroforestier. L'objectif, ça a été de développer des actions à court, moyen, long terme sur des thématiques très diverses pour pas à pas réussir à y arriver. En fait, on s'est rendu compte assez vite que le temps qui était nécessaire pour arriver à mettre en place ces pratiques était bien plus long que le temps du projet d'architecture, qui a duré 3, 4, 5, 6 ans. Un projet de filière, ça a duré 10, 20, 30, 40 ans et c'est presque en fait jamais fini. Il y a toujours des enjeux auxquels il faut répondre. Donc, on a mis en place un outil euh, qui se passe en 4 temps. Le premier temps, on réunit les acteurs, une personne, 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Et on commence à définir des thématiques qui leur semblent centrales pour pouvoir lever les freins au développement de ces pratiques. Les thématiques, ça va être par exemple, hein, je monte en haut à gauche, ça va être par exemple connaître nos matériaux, mieux connaître nos milieux, connaître nos besoins logistiques, la manière dont on va transmettre les connaissances, les besoins en structuration et en sensibilisation du tissu économique, la manière dont on va sensibiliser les maîtres d'ouvrage pour susciter aussi de la commande. Et la manière dont collectivement on va essayer, on va pouvoir se rencontrer et échanger sur le long terme hein, pour réactualiser, on va dire, les curseurs au vu de l'évolution des contextes dans lesquels on va évoluer. La deuxième étape, une fois qu'on a défini une thématique, c'est d'essayer de définir un cap commun à long terme. Exemple, il faut réussir à développer des moyens logistiques mutualisés il y a une thématique logistique. Bah, le cap à long terme, ça a été de se dire, il faut ouvrir une manufacture de proximité qui va mêler mutualisation d'outils pour les artisans et organismes de formation
puis espace de sensibilisation pour les jeunes publics. Ça a été le cap à long terme. Et ensuite, pour arriver à atteindre cet objectif, on pose des actions à court, moyen, long terme. Donc, par exemple, à droite, ça, c'est la roue qu'on a mis en place pour la filière bambou. Il y a plus d'une vingtaine d'actions qui ont été planifiées. Et l'idée, c'est pas d'aller le plus vite possible d'une thématique jusqu'à l'objectif final. L'objectif, c'est, moi, je suis rugbyman à la base, mais c'est vraiment à la manière d'une ligne de défense de rugby, c'est d'y aller tous ensemble. C'est pas qu'il y en ait un qui fasse une pointe, l'autre qui soit derrière, sinon ça marche pas. On laisse un collègue de côté et en fin de compte, on se rend compte que on est super bien, on est super capable d'aller récupérer du bambou, mais on n'est pas du tout capable de le transformer. C'est juste un exemple. Donc l'objectif ensuite, c'est de fonctionner par cycle. Donc une fois qu'on a terminé un cercle, on passe au deuxième. Donc nous, à Mayotte, comme je vous l'ai dit juste avant, on s'est rendu compte que, on n'était pas capable de le faire, de réaliser ces actions à l'échelle du lycée de Longoni. Ça a été le moment de diagnostic au final, hein, diagnostic biorégionaliste, et c'est là où on a posé l'ensemble de nos actions. Et ensuite, on s'est dit, ben, d'une certaine manière, on va continuer de se poser sur des projets d'architecture laboratoire avec une logique de généalogie de projets d'architecture qu'on est capable à court, moyen, long terme de prévoir pour continuer d'avoir des laboratoires qui vont nous révéler les freins et petit à petit nous permettre d'y arriver, de lever ces freins et d'expérimenter, voilà, de voir si ça marche. Donc voilà, je vous ai dit, dans un premier temps, ça a été un appel à manifestation d'intérêt qui, avec des allers-retours avec le lycée de Longoni, on a transféré la réalisation des actions sur la réalisation du cycle 1 en interaction avec le lycée de Kaweni, l'internat de Kaweni. Ça nous a permis de réaliser tout un tas d'actions, une cartographie, par exemple, de l'ensemble des bambousés par analyse satellite de l'ensemble des bambousés, voilà, avec des zones un petit peu plus de détails. Hein, bon, je vous passe les détails. En tout cas, on s'est retrouvé avec plus de 236 bambouseries qui étaient recensées. On a commencé à lancer une étude avec Céribois, qui est un laboratoire de Valence, pour faire une étude mondiale bibliographique pour voir ce que tous les autres pays dans le monde avaient fait sur le bambou, pour essayer de comprendre, avoir une idée de la durabilité, de la résistance mécanique, etc., etc. On a commencé à travailler sur des petits projets d'architecture, des petits démonstrateurs qui valorisaient voilà, de bonnes pratiques constructives comme le torchis. Ça, c'est vraiment une pratique idéale parce que ça permet d'éviter d'avoir à traiter les bambous avec des produits chimiques type borax, ammoniac ou sulfate de cuivre. On a fait un inventaire des pratiques avec le CNRS. Donc là, c'est un extrait des illustrations, hein, juste ici, qui nous a permis de rencontrer 5 artisans, 5 fundi maoré, euh, artistes, éco-constructeurs, entrepreneurs, et de comprendre de la coupe jusqu'à la mise en œuvre des matériaux, l'ensemble des gestes, des outils, des raisons aussi qui les poussaient à avoir cette pratique-là, des raisons qui peuvent même être parfois spirituelles, hein. La bande dessinée en parlera un petit peu plus. On a aussi commencé à accompagner des entreprises dans leur structuration, parce que c'est pas forcément simple quand on est Fundi Maoré de s'inscrire dans l'administration française, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, vous la vivez tous les jours. Euh, et des fois, c'est aussi utile, hein. Je ne crache pas sur ça, mais quand on y est étranger, ça ne doit pas être forcément facile. Et donc voilà, et donc aujourd'hui, ces actions, elles continuent de se réaliser, soit par des cahiers des charges qu'on présente à des institutions, qu'on rédige avec les associations locales, par exemple BAM, Bambou à Mayotte, qui aujourd'hui porte la démarche, mais aussi avec les acteurs voilà, laboratoires ou autres. Presque pour terminer, aujourd'hui, on en arrive à un moment un peu charnière, selon moi. On a fait on a commencé à vouloir travailler sur non pas la question technique architecturale, mais essayer de comprendre les relations qui existaient entre une pratique constructive et de jardinage et des enjeux qui sont parfois plus éloignés de ma pratique d'architecte, hein, qui vont plus être des raisons spirituelles, hein, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi techniques, sociales, économiques, historiques, des questions de filiation, voilà. Donc pour y arriver, on est retourné à Mayotte avec une dessinatrice, Aurélia Orita,
avec Frédéric Julien de l'EHESS. Et on est retourné voir ces artisans, ces fundis, et on s'est plongé en immersion sur le terrain, dans leur vie de tous les jours. Voilà. Et on a commencé à rédiger une histoire avec eux, avec l'association BAM, et puis ensuite avec un éditeur, Delcourt, qui nous a accompagnés, et je les remercie parce que ça nous a vraiment permis de construire un récit sensible, technique à la fois, hein, mais aussi sensible et poétique. L'idée étant de comprendre que les actions qu'on avait planifiées à la base n'étaient pas simplement des actions techniques, mais aussi culturelles. C'est-à-dire comment, à un moment donné, le projet de filière régénérative existe à travers des dispositifs, des médias qui vont embarquer une population. Pas simplement les experts, mais une population. Monsieur et madame tout le monde qui n'y connaissent rien. Les écoles, les enfants dans les écoles, etc. Et donc voilà, ce projet de bande dessinée aujourd'hui qui va apparaître au printemps prochain, ça va être un roman graphique de 110 pages à peu près, plus une augmentation scientifique qui va représenter la méthodologie biorégionaliste qu'on a mis en place et l'ensemble des actions qu'on a réalisées avec, bon, voilà, tout un tas d'autres éléments. Donc, c'est des éléments que je vous ai présentés jusqu'ici, c'est des éléments qui vont être dans la bande dessinée. Cette méthodologie qui voilà, fonctionne depuis 5 ans à Mayotte, avec des hauts, des bas, et puis aussi avec tout un tas de retours d'expérience qui nous permettent de la faire évoluer. On a essayé de la mettre en place sur d'autres territoires, avec plus ou moins de succès. Le territoire de l'Uzège, déjà. Euh, la maîtrise d'ouvrage, c'était la CCPU, et le Parlement les mandataires, c'était le Parlement des liens et Comuna, Comuna qui organise le festival Agir pour le vivant. Tu dis le territoire de quoi? J'ai pas compris. Le territoire de l'Uzèche, excuse-moi, Ah, c'est Uzès. ah, Ouais. Uzès. Ok. Ça s'appelle Ouais. la communauté de pays la communauté de communes du pays d'Uzès. Mais on appelle ça le pays de l'Uzèche, voilà. Bon, bref, c'est quotidien. Voilà. On avait commencé à identifier des enjeux, des questions d'intensification et d'intensification et aussi d'augmentation de la fréquence des épisodes méditerranéens, des vagues de chaleur, la raréfaction des ressources en eau, l'inadaptation des cultures agricoles et la pression qu'elles exerçaient sur les ressources en eau. Voilà, ça n'a pas forcément fonctionné, malgré le fait qu'on avait une équipe pluridisciplinaire, mais qui était dispersée et qui ne travaillait pas ensemble, travaillait beaucoup en silo, alors que c'est rigolo en fait, ça devrait être les acteurs du territoire, pas l'équipe projet. Une culture de la régénération qui n'était pas du tout inscrite dans la culture des acteurs du territoire. Absolument pas. Qu'est-ce qu'un sol? Qu'est-ce qu'une ressource en eau? Qu'est-ce que le cycle de l'eau? Qu'est-ce qu'un arbre? Quelles sont les pratiques traditionnelles constructives? Comment, tout au long de leur cycle de vie, de leur extraction de la coupe du bambou ou d'un arbre, d'un milieu forestier, tout au long de ce processus de transformation à sa mise en œuvre et à son retour au sol, comment on pouvait évaluer l'ensemble de ces maillons et leur impact en essayant de faire en sorte que ce soit un impact positif sur ce territoire-là. C'était Euh, quand ce projet-là? C'était il y a 2 ans. Ah, d'accord, quand C'était il y même. a Donc deux assez ans. récent. Assez récent, Ouais. totalement assez récent. Euh, on a aussi, ça c'est aussi un élément que j'avais un peu ressenti à Mayotte, mais moins quand même, c'est cette question du territoire du ressentiment, j'appelle ça. Moi, j'appelle ça le territoire du ressentiment. Je fais référence aussi au travail de Cynthia Fleury, qui est une philosophe qui a travaillé sur Si J. Lamère, guerrière du ressentiment, qui est, je pense, un élément qu'on retrouve sur pas mal de territoires et qui est peut-être un travail à faire en amont, un préalable. C'est-à-dire comment, ou alors à inscrire dans la méthodologie, comment la méthodologie permet de guérir de ce ressentiment. Parce que voilà, il y a des questions de bien commun, et de personnes qui en ont souffert, qui ont souffert de la dépossession de biens communs, d'autres pour qui ce bien commun leur appartient de génération en génération et c'est le leur et pas celui d'un autre, etc. Et voilà, il y a ces tensions-là qui sont en amont et qui empêchent la mise en place de projets coopératifs. Ensuite, il y a la question de la co-construction de nouveaux récits qui sont désirables avec les acteurs et pas des récits forcément de l'apocalypse. Voilà. C'est-à-dire réussir à dépasser à un moment donné des récits qui sont louables et qu'il faut entendre, hein, la fonte des glaces, le réchauffement climatique, mais qui, moi, je trouve, en travaillant sur beaucoup de territoires, à un moment donné, freinent énormément de personnes dans leur capacité à s'appliquer
et à s'impliquer dans le projet. C'est quelque chose que je vois sur beaucoup de territoires. Oh là là, ils sont en train de me parler de ça, ça me fait peur, je ne peux pas écouter. Donc, comment à un moment donné, on apporte cette réalité sociale, climatique, démographique, migratoire, tout en essayant, à un moment donné, dans la méthodologie, de tisser un récit désirable avec les acteurs du territoire. Bon, le mouvement pour la frugalité heureuse et créative, par exemple, pour moi, ça fait partie de ces récits qui sont désirables. Voilà. C'est la frugalité heureuse et créative. Il y a heureux et créatif derrière, c'est pas pour rien, je pense. Donc voilà, ça fait un parti. Bah, d'ailleurs, tout le travail que vous faites, c'est vachement inspirant aussi, justement, pour l'intégrer dans ces méthodologies, pour essayer de tisser, de créer ces récits désirables. Ensuite, il y a aussi des questions de financement. C'est arriver sur un territoire avec des personnes qui vont flécher les financements au niveau des PNR, des PETR, des ministères, qui sont absolument pas fléchés sur les questions de régénération de sol, sur les pratiques agroforestières, sur les pratiques de gestion des rivières. C'est aussi un frein. Et donc, faire en sorte, à un moment donné, d'avoir des associations comme Bâtiments durables méditerranéens, Culture permanente, le Mouvement pour la fluidité heureuse et créative, qui sensibilisent aux échelles ministérielles, hein, ou départementales ou régionales, des acteurs pour créer ou commencer à avoir une oreille attentive à ces questions-là, ça aide énormément. Voilà. Et puis ensuite, il y avait quand même des points positifs, c'est qu'il y a quand même des acteurs locaux qui, même sans vivre cette méthodologie, avaient commencé déjà à dire, bon, on s'en fout, on y va et on va commencer à créer une histoire sympa, quoi. On fait quelque chose de sympa, de positif, de quelque chose qui nous porte. Donc on a rencontré spontanément des agroforestiers qui avaient fait la formation agroforesterie syntropique avec Steven Werner, ou d'autres qui étaient rentrés qui avaient monté des entreprises d'éco-construction et qui avait en même temps été porté par certaines institutions locales, mais voilà. Ensuite, il y a l'autre projet, les marais de brouage. Là, en termes d'enjeux, donc ça, c'est porté par la communauté de communes du bassin de Marennes. Le mandataire, c'est les Marneurs. C'est un super collectif de paysagistes, vraiment, c'est un régal de travailler avec eux. On a différents enjeux, je vous la fais courte, hein, qui ont été identifiés. La submersion marine avec rupture de digues et avec des assureurs qui veulent plus payer la réparation des digues. Donc c'est comme ça, l'eau de mer va rentrer. Et en même temps, une réduction du débit du canal de Charente-Seudre. Donc vraiment avec une évolution de la qualité et la quantité d'eau dans le marais qui va fortement impacter les pratiques agricoles, les pratiques et le tissu économique. Donc là, on était sur une équipe pluridisciplinaire qui coopérait super bien. C'était vraiment parfait. Un projet qui apporte une culture de la régénération dès le début, avec des biorégionalistes, avec des agroforestiers, avec vraiment des gens qui sont, euh, qui ont ce vocabulaire et cette culture. Euh, pour autant, un état des lieux et des projections climatiques et géopolitiques qui ne sont pas encore comprises par les acteurs locaux et qu'il faut leur apporter. Ça, c'est peut-être quelque chose en amont qui aurait été encore enfin, qui aurait permis au projet d'aller encore plus loin. C'est en cours c'est en train de se faire, hein. C'est un projet Oui, qui est en cours. Ça fait un an qu'on travaille dessus. ouais. Euh, Voilà, donc là, il y avait aussi cette question, encore une fois, de créer, de passer de ce territoire du ressentiment à un territoire de la coopération. Encore cette histoire de la co-construction de nouveaux récits désirables. Là, encore une fois, des financements qui n'étaient pas vraiment fléchés en amont et une poignée d'acteurs encore qui étaient investis. Voilà, donc ça, par exemple, c'est aussi un élément qu'on a apporté aussi à notre méthodologie, c'est s'intéresser à la rémunération des gens, des agriculteurs, des gens qui pratiquent, en essayant d'intégrer tout un tas de critères qui vont aussi bien être de l'ordre démographique, culturel, de l'ordre des financements à différentes échelles européennes, échelle nationale, départementale, régionale, et de voir aussi les interactions aujourd'hui qui n'existent pas, par exemple, entre une pratique agricole et des pratiques constructives, des pratiques de valorisation avec des outils mutualisés, de valorisation locale, par exemple la viande qui pourrait être consommée dans les écoles de la CC, de la communauté de communes de Brouage et qui n'est pas actuellement. Et de comprendre à un moment donné, c'est quoi quelle est la rémunération d'un agriculteur avec une projection à 2050 et quelles sont les pratiques qui doivent évoluer. J'avais besoin d'être sur le terrain et de faire. Et d'aller pas forcément vite,
mais d'être en interaction, d'avoir une certaine liberté d'agir. Et d'être en interaction, voilà, donc avec, encore une fois, tous les gens de Domaine Scope, toutes les personnes de culture permanente et tous les partenaires qui travaillent déjà avec nous. Et en même temps, ça m'empêche pas, et je me suis aussi rendu compte que ça m'empêchait pas de travailler avec des chercheurs. Parce que je les fais intervenir sur les projets, soit pour nous donner un cadrage méthodologique à l'amont, et c'est un vrai soutien, hein. Vous avez dit comment le faire. Marion, tu as demandé comment convaincre soit un artisan jardinier ou soit même un donneur d'ordre hein, qui va nous payer hein, d'une certaine manière, hein, nous valider notre projet. Et bien, ce cadrage méthodologique, en interaction avec une pratique de tous les jours, ça aide vachement, je trouve. Je trouve que c'est assez pertinent et ça parle bien aux, aux, aux acteurs locaux. Voilà. Donc voilà, après, alors de ce fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être capable d'avoir différents discours, différentes qualités de discours en fonction des interlocuteurs. Ça, c'est la grosse difficulté, je trouve. Moi, ça me demande pas mal d'efforts, avec le temps un peu moins, mais voilà. La manière dont aussi ma pratique elle a évolué, c'est beaucoup auprès de Gabriel Rénal. Ça se fait pas à pas et il faut prendre le temps. Moi, à Mayotte, j'ai fait un peu il y avait une situation de crise qui appelait à ce que ça puisse se mettre en place rapidement. Même si les gens n'avaient pas la culture, ça allait se faire sur le terrain d'une manière ou d'une autre. Chez nous, dans l'Hexagone, on va dire, moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, il faut vraiment, en amont, commencer à tisser des liens, s'intéresser à la pratique de la chambre d'agriculture, de l'association locale, de l'architecte, et commencer à tisser un réseau d'enjeux communs auxquels un projet va répondre. L'exemple du cyprès, par exemple, je pense que c'est un bon exemple. L'agriculteur qui a besoin de mieux se payer, mais en même temps qui a un problème avec ses haies qui lui prennent de la place et qui, en fait, qui lui donnent pas d'argent, quoi. Tout simplement. Ça peut paraître bête, mais c'est le discours qu'on pourrait entendre. L'enjeu de la Chambre d'agriculture qui se rend bien compte qu'il y a un problème d'érosion de sol. L'agriculteur qui dit, bah, en fait, moi, le mazout, il coûte trop cher dans mon tracteur. Je peux pas tous les ans faire du déblai remblai sur ma parcelle parce que, en fait, comme ma terre, elle est à nu 6 mois de l'année, bah, quand il y a une grosse pluie avec un gros épisode méditerranéen, j'ai la moitié de ma terre qui est retournée en bas de ma parcelle. En fait, c'est petit à petit, aller voir les gens, essayer de comprendre les enjeux qu'ils ont, essayer de commencer à tisser des relations les uns avec les autres. L'agriculteur et l'architecte, enfin, quand même, c'est pas le truc le plus évident quoi, qu'on pourrait imaginer. Mais par exemple, sur le cyprès, c'est un exemple assez concret. Et en même temps, à un moment donné, quand on commence à avoir ce réseau d'acteurs qui émerge, qu'on commence à comprendre comment on va pouvoir lier les uns et les autres, comment on comprend qu'à un moment donné, il y a un bien commun qui peut être un matériau, un sol, une ressource en eau, etc. On va s'intégrer dans des projets de manière territorialisée. Alors, bah, donc déjà, la plupart du temps, ça se fait sous la forme d'une méthodologie de recherche-action. C'est-à-dire que je les fais parler, je leur pose des questions, je suis, soit je fais en sorte de ne rien dire et de ne rien savoir et d'écouter, de poser les bonnes questions. Voilà. Toujours des questions très ouvertes dans un premier temps, voilà, qui vont des fois complètement dériver, mais moi, ça ne me dérange pas tout le temps, quoi. Par exemple, à Mayotte, ça m'a permis de découvrir toutes ces questions spirituelles qui étaient centrales. Si j'avais pas laissé la porte ouverte à ces échanges-là, on passait à côté de quelque chose de très important, quoi. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, ce que j'aime faire, c'est leur donner une baguette magique. Donc ça, je l'avais appris avec Florence Sarano à l'époque. Et c'est de dire, bon, à un moment donné, voilà, tu as tous les moyens. Tout le monde a envie de travailler avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Et en fait, à partir du moment où on ouvre le champ des possibles, où on commence à leur montrer que cette utopie qu'ils ont commencé à écrire et à proposer, c'est pas une utopie, on va vraiment le faire. Ou en tout cas, on va essayer de la planifier, de la réécrire. C'est là où je sais pas si vous avez vu sur le schéma à un moment donné de prospection, je suis avec un gros stylo comme ça en train d'écrire. Quand on commence à planifier, je me suis dessiné avec un crayon. Mais en fait, c'est parce que c'est ça. Il parle et le travail, c'est de réinterpréter, de réécrire.
soit de manière à ce que ce soit intelligible par de ce fait un maître d'ouvrage ou une institution, soit pour que ça puisse être intégré dans un document qui présente une méthodologie, un coût, etc., et que ça puisse être financé. Voilà. Alors, bah, donc la méthodologie, je pense que ce qui a beaucoup évolué entre le Mayotte, Uzès et Brouage actuellement, c'est cette question de l'équipe de projet. À Mayotte, je vais pas dire que j'étais tout seul. Il y avait Xavier Soulier qui m'aidait et qui me soutenait derrière, mais j'étais tout seul. À Mhm. Mayotte, à la base, j'étais tout seul. Donc, j'ai pas dormi pendant un an. Heureusement, c'était le Covid et j'étais super stressé de louper le premier projet de ma vie que je devais gérer. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Ensuite, ce que je remarque avec Brouage, donc là, c'est plus une démarche de chercheur au final que je trouve avec Brouage que d'acteur vraiment qui va produire. C'est la manière dont on constitue une équipe qui va avoir pas forcément une vision commune, mais au moins l'envie d'en avoir une, l'envie d'aller dans la même direction. Le responsable Phone Floor qui commence à comprendre que son domaine d'expertise a des interactions avec un architecte, par exemple, va avoir une interaction avec le paysagiste, l'agroforestier. Et ben là, par exemple, à Brouage, j'en ai une dizaine. Je pense qu'on doit être une dizaine avec des spécialistes, voilà, aussi bien des interactions avec les politiques. C'est aussi un élément qui est intégré hein, dans ces projets-là, c'est-à-dire comment on traduit le discours du technicien pour le rendre entendable aussi, hein, entendable auprès du politique, auprès de l'agriculteur. Enfin, voilà, c'est ce que je vous expliquais, c'est à un moment donné, c'est cette manière de se mettre au niveau des uns des autres. Euh, voilà, il va avoir des architectes, il va avoir des responsables faune flore, il va avoir des hydrogéologues, il va avoir des agroforestiers, il va avoir bon voilà, c'est à peu près toutes ces compétences qu'on a autour de la table dans un premier temps. La commande, c'était prospection au changement climatique 2050 et adaptation agricole et paysagère. Donc là, il y avait quand même là, il y avait quand même un truc là. Mhm. Ce projet-là, que moi je regarde en fait plus de manière extérieure ce projet-là. Je les regarde travailler, on va dire, d'une certaine manière. C'est plus ça qui me botte, c'est de voir ce qui se passe entre eux et comment en intégrant cette méthodologie dans leur logiciel qui est déjà top, on peut commencer à créer ces interactions interdisciplinaires entre les différents acteurs du projet. Mais voilà, après, il y a des commandes qui se font sur de la prospective 2050 par exemple les ICU, les questions d'IoT urbain, hein, c'est typiquement là 2005, prospective 2050. Des projets de filière, alors moi je vous le dis très clairement, hein, les projets de filière qui ne font pas une analyse de prospective 2050, je pense là il y a un angle mort, hein, très clairement. Et un donneur d'ordre qui, par exemple en Camargue, ne va pas s'intéresser à l'évolution de la qualité et de la quantité d'eau douce dans la Camargue et des pratiques agricoles et de gestion des milieux qui y sont associés et les filières qui en découlent, il passe à côté d'un truc énorme. Il passe à côté de l'essentiel, quoi. Donc, à un moment donné, il y a des réalités qui sont déjà à l'œuvre. Alors, après, c'est aussi un des éléments que je dis, c'est qu'on est malheureusement dans le mur, hein, donc, nos démarches font- ont malheureusement le vent en poupe. C'est-à-dire on est déjà le nez dans le mur quand les gens n'ont pas, s'en sont pas rendus compte, hein, les acteurs, quand ils s'en sont pas rendus compte, ils ont le nez dans le mur et en fait, nos démarches, elles marchent parce qu'il y a des territoires qui sont en crise, quoi. Développer le système permaéconomique, qu'est-ce que serait le pays d'Uzès dans le cadre d'une démarche permaéconomique? C'est-à-dire des économies parce qu'en fait, la permaculture, c'est pas qu'une pratique agricole hein, ou de maraîchage ou agroforestière, c'est avant tout un modèle de société qui traite aussi de questions dont les principes peuvent être transposés au sein des principes économiques. Donc, Emmanuel Delannoy, qui a travaillé sur le plan théorique sur les principes de ce modèle économique, Emmanuel Delannoy, qui est marseillais, qui est l'ancien co-directeur de Culture Permanente,
voulait développer ce type de démarche-là à Uzès. L'objectif, c'était une démarche assez ouverte en fait, hein, à la base. Il fallait faire appel à des penseurs, des gens qui avaient rédigé, qui avaient écrit, pour voir comment, enfin, des livres, des théories. Il y avait beaucoup de chercheurs et voir comment ce travail de chercheur ou d'écriture de théoricien pouvait s'appliquer sur un territoire. Et c'est là où, par exemple, là, moi, j'ai vraiment senti la nécessité de lier recherche et le travail du chercheur et du praticien pour faire passer ce système théorique dans la réalité. Et donc là, ça s'est passé dans la réalité parce qu'il y avait des schémas, il y avait des illustrations, il y avait une méthode, il y avait une manière de parler, une certaine expérience du terrain qui permettait de faire des allers-retours entre, voilà, entre la théorie et la pratique. Ensuite, comment ça s'est mis en place? Donc, chacun avait un peu une thématique qui devait à un moment donné permettre d'inspirer ou de sensibiliser la population et les acteurs locaux, hein. C'était très ouvert à la population. Il y avait Hydromonde sur la question de l'eau. Il y avait un chercheur sur la question du territoire de pleine santé, j'ai oublié son nom. Voilà. Et donc, à un moment donné, l'objectif, ça a été voilà, à un moment d'améliorer de voir jusqu'où on pouvait aller, en fait. Moi, je suis arrivé un peu à la fin. Je me suis dit, bon, bah, allez, banco, on voit jusqu'où ça va. Et on profite de ce projet-là pour voir jusqu'où on peut aller. Et en même temps, j'avais été un peu briefé sur la réalité du territoire et des échanges, un peu des frictions qu'il y avait entre différents acteurs. Je me suis dit, bon, on va voir, on va essayer de pousser cette méthodologie dans ses limites, quoi. C'est plus comme ça que je l'ai pris. Parce qu'en fait, je me suis dit, bon, bah, go, quoi. On essaye d'aller jusqu'au bout, et puis on voit jusqu'où ça va. Parce que j'ai pas pu faire de préparation en amont. Moi, j'ai été un peu envoyé là pour répondre à la demande initiale, quoi. Donc à Mayotte, ça a été un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par le ministère de l'Agriculture et des Forêts. À Brouage, je crois que c'était un cofinancement de l'Europe et de la région dans le cadre d'un projet FEDER, si je ne me trompe Ok. pas. Hein. Oui. Et à Uzès, ça a été, on va dire, porté par la CCPU sur la base, euh, sur la base de la volonté du Parlement des Liens, qui est une association locale, hein, autour d'Uzès, de proposer un nouveau type de contenu aux habitants de la ville. Hmm. Alors, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être bottom-up, ça va être top-down, c'est-à-dire que c'est les pouvoirs publics qui vont proposer un projet et nous, on va un petit peu soit le détourner, soit essayer de remettre la focale sur les enjeux vraiment importants du territoire, de ce qu'on relève. Et c'est là où ensuite, quand nous, on a planifié les actions et qu'on retourne voir des institutionnels, là, on fait du bottom-up, c'est-à-dire que là, on vient soulever des besoins, parfois. Et donc là, par exemple, on vient demander des financements. Voilà, nous, on a ce travail qui s'est fait sous la forme d'une logique de territorialité un territoire. Bon, enfin, bon, je ne sais pas s'il faut que je dise, mais le territoire, c'est pas une délimitation géographique, c'est même pas Hmm. quelque chose de Hmm. matériel, c'est vraiment Oui, voilà, oui. un tissu d'acteurs. Voilà. Donc, quand on est sur une démarche bottom-up, c'est là où à un moment donné, il faut rappeler la question de territorialité qui est sous-jacente à la demande, hein, voilà, à la raison de notre demande de rendez-vous avec le ministère X ou Y, ou l'ADEME, ou je ne sais pas quoi, rappeler tout ce contexte territorial, les enjeux interconnectés qui sont liés à ce projet-là, et ensuite tout le sérieux théorique et méthodologique et de financement. Moi, par exemple, sur le financement, je suis nul. J'aime pas ça. Donc, je travaille avec des personnes qui savent bien le faire. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je serai pas mauvais, je vais rester mauvais là-dessus toute ma vie, mais voilà. Donc, à un moment donné, euh, à un moment donné, voilà, cette manière d'apporter le projet. Ensuite, il y a d'autres choses. Par exemple, il y a des projets, par exemple, de l'ADEME, ça c'est l'autre cas. Là, on est sur du top-down. On dit, tiens, ce projet qui a été proposé, il répond vachement bien à l'action qu'on avait planifiée dans l'outil de planification, la grande roue là, que je vous ai montré tout à l'heure. On va rentrer en contact avec eux et on va voir si notre proposition, la territorialité qui en découle et les enjeux qui y sont liés pourraient répondre au projet qu'ils ont proposé.
Par exemple, bah, nous, dans ce cas-là, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois que l'ADEME nous dise, bah, carrément, ouais. Ouais, ouais. Entre ce qu'on a rédigé dans dans le cahier des charges et la réalité territoriale, géographique que vous évoquez, ouais, ça peut coller. Allez-y. On vous ouvre les portes. Vous êtes notifié pour pouvoir répondre. Bah, l'échange, c'est aussi pour ça que ce moment d'échange, il est important pour nous à Domaine et Culture Permanente, c'est que à un moment donné, on se pose la question de la question de la transmission. C'est-à-dire comment à un moment donné, on transmet cette méthodologie qui se construit en faisant, hein. Il n'y a rien il n'y a pas de recette là, hein. Là, c'est vraiment à chaque fois, on s'adapte, on a quelques réflexes, on essaye de retisser, voilà, réemployer certains outils qui vont être pertinents ou non, et en fonction de la réception, on essaye de les adapter, etc. Donc, la question de la formation, de la sensibilisation, c'est vraiment une question centrale actuellement pour nous. Voilà, ça c'est pour répondre à la première question. Et donc, bon, nous, donc, on est un organisme de formation certifié Calliope. À un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'il faut créer une formation de ce type-là? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur cette interaction entre, vous avez dit, le réactionnaire et l'alternatif ou le régénératif, on va dire. C'est pas la même chose, mais ça peut être perçu comme tel. Moi, je pense que ce qui permet d'échanger avec les différents acteurs qui bon, sont réactionnaires, apparemment, c'est de juste de parler du réel. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'eau, ou quand la qualité de l'eau, elle diminue, etc. euh, Travailler à partir de là. Travailler à partir des besoins des agriculteurs. Et en fait, ce que je remarque, c'est que quand on répond en tissant des liens entre des institutions, des associations, des chambres consulaires, des artisans locaux, etc., et qu'on répond de manière territorialisée et pas isolée, en faisant comprendre les interactions et les enjeux auxquels l'un va permettre de répondre aux enjeux de l'autre, et quand on commence à le rédiger de manière méthodologique, après c'est simple, hein, un dossier c'est introduction, le contexte, les objectifs du projet, la méthodologie, le coût. C'est pas simple à faire, mais voilà, à un moment donné, c'est comme ça que ça marche, je trouve. Mais ça prend du temps en fait en amont à créer cette relation de confiance, à essayer de libérer la parole des différents acteurs pour ils nous révèlent leurs besoins fondamentaux et profonds, d'essayer de comprendre aussi les caractères des uns les autres avec qui va pouvoir travailler avec qui là, qui va bien s'entendre avec qui. Voilà, ça me permet d'arriver sur un point important quand même. Et merci pour ces questions parce que je suis en train d'oublier de dire quelque chose de super important. Un des autres éléments que je réalise, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut que de ce projet émerge une structure porteuse. C'est ça qui fait que ça marche. C'est que par exemple, à Mayotte, c'est BAM, Bambou à Mayotte, qui a dit, mais en fait, le schéma directeur qu'on a fait là, que tu nous as illustré sous cette forme circulaire, nous, on le porte. Nous, on le porte. Quand on a besoin de toi, Mm. Mathias, pour nous donner du conseil sur quel projet va permettre de répondre à cette action-là, ou commencer à rédiger un cahier des charges, ou aller argumenter auprès d'un acteur institutionnel pour expliquer en fait les relations qui sont les enjeux qui sont liés à ce projet-là, j'y vais. Voilà. C'est là où ensuite, moi, soit je fais un suivi à long terme, soit c'est sous forme de bénévolat. Mais bon, après, la réalité, c'est qu'il faut aussi que les boîtes tournent, quoi. Donc, ça se fait sous forme on répond à des projets, quoi. On répond à des projets avec des financements, etc. Et après, ce que je remarque, c'est que à mesure qu'on incrémente les actions réalisées, culturelles ou techniques, à mesure qu'on le fait, la machine s'enclenche, le récit devient de plus en plus solide. Et voilà, et c'est pas que ça marche plus simplement ou c'est pas plus facile, mais en tout cas, on a plus confiance en nous, peut-être. C'est peut-être ça. Mm. On se dit, en fait, on dit peut-être pas que des conneries. J'en profite, la BD va sortir au Voilà. printemps prochain et voilà, ça raconte un petit peu l'origine du projet, ce qui se passe actuellement, bah, en fait, c'est cette question du récit désirable, quoi. Mm. Il y a des choses qui sont pas désirables à Mayotte.
mais il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Et Mhm. donc, l'idée, c'est aussi de se dire comment la bande dessinée peut être un vecteur justement d'illustration du récit qui peut unir pratique agricole, pratique architecturale, spiritualité, économie, société, euh, la place des enfants là-dedans. Voilà. C'est une grande fable voilà, qu'on a voulu raconter avec une augmentation scientifique qui reprendra des éléments méthodologiques. Et donc voilà, dans cette question de la transmission, je pense que ça pourrait aider plus d'une personne.